Le soleil de juin inonde la suite. Face au miroir, Amandine attend. Elle ne regarde pas son reflet. Elle fixe le vide, le regard fixe, les muscles du visage totalement relâchés. Autour d'elle, les demoiselles d'honneur s'activent fébrilement, ajustant chaque pli avec nervosité. Leurs mains s'activent, leur voix chuchote, mais Amandine ne répond pas. Elle ne bouge pas d'un millimètre. Elle reste ancrée, calme et immobile face à l'agitation frénétique des préparatifs. Face à son immobilité glaciale, une amie s'approche, puis se fige en croisant son regard dans la glace. Intimidée par son lourd silence, elle recule. Seul le tic-tac de l'horloge résonne. Amandine inspire, ses mains immobiles sur la coiffeuse. Elle attend, portée par une tension sourde. Amandine tend la main vers la coiffeuse. Ses doigts se referment sur le tube de rouge à lèvres. Elle le dévisse lentement, le métal tournant avec un cliquetis sec. Elle porte la pointe colorée à ses lèvres. Elle ne déborde pas. Elle trace le contour avec une précision chirurgicale. Chaque geste est un calcul. Elle étire sa lèvre inférieure, puis la supérieure, scellant sa bouche dans une couleur sombre et tranchante. Elle pose le tube et inspecte son visage impassible. Soudain, une vibration traverse sa cuisse. Son téléphone, dissimulé dans la poche de sa robe, s'agite contre sa peau. C'est un bourdonnement régulier. Elle appuie fermement sa main sur sa cuisse pour étouffer le bruit, mais la vibration persiste. Ses yeux dans la glace ne trahissent aucune hésitation. Seule une résolution glaciale. La porte grince. Sa mère entre, les mains jointes et les yeux déjà noyés d'émotion. Elle s'approche d'Amandine, ses pas sont lents, hésitants, comme si elle craignait de briser la perfection de l'instant. Elle pose une main tremblante sur l'épaule de sa fille, ses doigts effleurant le tissu. Elle parle, sa voix est un murmure étouffé, évoquant la chance immense d'épouser Maxime, cet homme qu'elle croit être le pilier d'un avenir radieux. Amandine ne répond pas immédiatement. Elle laisse le silence s'étirer, 1 seconde, 2 secondes, puis elle pivote lentement vers sa mère. Elle étire les commissures de ses lèvres, un mouvement appris, répété devant la glace pendant des heures. Le sourire est large, assez pour tromper la vigilance maternelle, assez discret pour paraître empreint d'une pudeur conventionnelle. C'est un masque de cire, immobile et parfait. Amandine maintient la posture, les yeux fixés sur ceux de sa mère, tandis que sa main, cachée dans les plis de sa robe, serre violemment le téléphone. Le présent s'efface. 4 ans plus tôt, le soleil frappait différemment. Maxime et Amandine se tenaient sur le chantier d'un futur complexe urbain. Lui, un crayon à la main, traçait des lignes sur un plan papier, ses doigts guidant ceux d'Amandine. Elle, urbaniste, pointait les zones de vie. Ils riaient, la tête penchée sur les maquettes, partageant le même café dans des gobelets en carton. Ils construisaient, pierre par pierre, une vision commune. Le soir, ils parcouraient les rues, discutant des matériaux, de la lumière, de l'harmonie des structures. Ils étaient une équipe, un duo inséparable. Maxime l'écoutait avec une attention totale, ses yeux fixés sur elle, validant chaque idée, chaque projet. Ils célébraient leur petite victoire. C'était une symbiose parfaite, une architecture de confiance où chaque pilier semblait indestructible. Amandine se souvient de cette sensation de sécurité. Dans la suite, le silence actuel pèse lourdement sur ce souvenir. Elle regarde ses mains, désormais crispées sur le téléphone. Le contraste est une lame de fond. Cette complicité passée n'était que le socle d'une illusion. Le souvenir s'évapore, laissant place à une réalité glacée. Novembre dernier. La chambre est plongée dans une pénombre épaisse. Le silence est total, seulement troublé par le souffle régulier de Maxime endormi à ses côtés. Amandine est éveillée, fixant le plafond, le corps immobile sous les draps. Soudain, un éclat lumineux déchire l'obscurité. Sur la table de nuit, le téléphone de Maxime s'illumine. Un signal sonore bref, sec, percute le silence de la pièce.
L'écran affiche une notification. Amandine se redresse. Le mouvement est lent, presque mécanique. Elle tend la main vers l'appareil posé sur le bois sombre. Ses doigts effleurent la surface froide du verre. La notification s'affiche. Le nom de Chloé apparaît et les premiers mots la frappent de plein fouet. Son cœur se serre. Elle ne respire plus, les yeux rivés sur ce texte sans équivoque. Chloé, l'amie intime, est là, sur l'écran. Les reflets bleutés figent son visage. Le monde bascule en une fraction de seconde. L'illusion d'une vie commune, construite avec patience, s'effondre. Le téléphone vibre à nouveau dans sa main. Une seconde alerte, une confirmation glaciale. Amandine déverrouille l'appareil. Ses pouces parcourent l'historique des échanges. Chaque ligne est une estafilade. Elle lit les moqueries de Chloé sur sa manière de s'exprimer, sur ses projets professionnels qu'elle jugeait médiocres. Maxime répond par des rires, qualifiant Amandine de marionnette utile. Il dissèque sa vie comme un sujet d'étude. Elle lit les détails de leur rencontre, financée par le compte épargne qu'elle alimentait chaque mois. La douleur initiale se fige. Le souffle d'Amandine devient régulier, presque lent. Elle pose le téléphone sur la table de chevet, ses mains ne tremblent plus. Elle se lève, marche jusqu'à la fenêtre et regarde la rue déserte. Le froid de la nuit pénètre, mais elle ne frissonne pas. Une lucidité nouvelle s'installe. Elle ne pleure pas, elle analyse, elle revoit chaque moment sous un angle différent. Elle retourne vers le lit, regarde Maxime endormi et son visage se ferme. Elle commence à planifier comment. Elle est prête. Amandine plonge plus profondément dans les archives numériques. Elle ouvre un dossier nommé « Stratégie ». Les fichiers s'ouvrent les uns après les autres. Elle découvre un document rédigé par Maxime. C'est un calendrier précis. Il détaille le jour du mariage, l'heure exacte de la cérémonie et le moment choisi pour l'humiliation publique. Maxime prévoit de l'accuser d'infidélité devant les 300 invités. Il a déjà préparé des faux témoignages. Son objectif est clair, obtenir un divorce immédiat, conserver la totalité des biens et ruiner sa réputation. Elle lit les échanges avec Chloé. Il rit de sa future déchéance. Il prévoit de partager le produit de la vente. Elle parcourt les virements bancaires déjà effectués vers un compte offshore. Chaque ligne est une preuve. Elle comprend que le mariage n'était qu'une mise en scène. Elle commence à noter les failles dans le plan. Amandine franchit le seuil d'un bureau discret au centre-ville. Elle dépose une enveloppe épaisse sur le bureau en acajou. Le détective privé feuillette les documents, ses sourcils se haussant à chaque page. Elle exige une surveillance totale, des photos, des relevés de géolocalisation. De retour chez elle, elle installe un logiciel de capture sur son ordinateur. Elle attend que Maxime s'absente. Elle accède à ses comptes, contourne les doubles authentifications avec une aisance qui la surprend elle-même. Chaque clic est une victoire. Elle télécharge les historiques de navigation, les échanges cryptés, les preuves de virement vers les paradis fiscaux. Elle organise les fichiers par date, par lieu, par nature de la trahison. Elle crée un dossier racine, une base de données implacable. Elle passe ses nuits à croiser les données du détective avec ses propres découvertes numériques. Elle identifie les complices, les prête-noms, les failles juridiques dans les contrats de Maxime. Elle imprime des documents, les scanne, les sauvegarde sur 3 clés USB. Elle ne ressent plus d'hésitation. Elle bâtit un édifice de vérité, brique par brique, preuve par preuve. Elle est prête à renverser le rapport de force. Les mois s'effacent. Amandine verrouille le dossier. La vérité sur Maxime. Elle ajoute tout, photos, relevés, messages, classés, prêts à être diffusés. Dernier clic. L'envoi groupé est prêt. Chaque invité va recevoir les preuves. Elle teste la connexion, s'assure que le serveur est stable. Le silence dans la maison est total, rompu seulement par le cliquetis régulier de ses doigts sur le clavier. Elle ferme les comptes, efface les traces de ses intrusions et nettoie les historiques. Elle ne laisse aucune empreinte numérique derrière elle. Le dossier est désormais une entité autonome, une bombe à retardement logée dans le cloud.
Elle transfère le fichier maître sur son téléphone. Elle se lève, parcourt la pièce et regarde par la fenêtre. Le jardin est calme. Elle vérifie le niveau de batterie de son téléphone. Elle a passé des mois à construire ce piège, et maintenant, le mécanisme est prêt. Elle est prête à transformer le jour de son union en celui de la chute de Maxime. Le portail massif de l'église gothique s'ouvre dans un grincement sourd. Amandine franchit le seuil, ses pas résonnant sur la pierre froide. Immédiatement, l'air change. Une odeur entêtante de lys blanc sature l'espace, une senteur lourde, presque sucrée, qui semble saturer chaque recoin de la nef. Elle avance dans l'allée centrale, le regard fixé droit devant. Les vitraux projettent des taches de lumière colorées sur les visages des invités. L'atmosphère est dense, électrique. Chaque souffle semble suspendu. Elle observe les rangées de bancs, des visages tournés vers elle. L'air est si dense qu'il devient difficile de respirer. Elle sent la pression de son téléphone contre sa jambe, une présence métallique et rassurante. Elle ne voit pas des invités, elle voit des témoins. Elle perçoit la tension dans les épaules des convives, le léger bruissement des tissus. Elle avance, imperturbable, traversant cette nappe d'odeur florale qui étouffe les derniers doutes. Elle sent le poids du regard de la foule. Elle avance, chaque pas la rapproche de l'autel, chaque seconde renforce la certitude que ce lieu est devenu le théâtre d'une condamnation. Elle atteint les marches de l'autel. La pierre sous ses talons semble vibrer sous le poids du silence. À quelques mètres, Maxime se tient debout. Il pivote. Son visage s'illumine d'un sourire large, presque trop parfait pour être sincère. Il incline légèrement la tête, un geste étudié. Amandine s'arrête. Elle sent le contact froid du téléphone contre sa cuisse, une masse inerte qui contient pourtant la fin de tout ce que Maxime a bâti. Elle croise son regard. Il ne voit qu'une mariée docile dans sa mise en scène. Il ne soupçonne rien. Il ajuste sa posture, bombe le torse et lui adresse un clin d'œil rapide, un signe de complicité qui n'est qu'une façade. Elle ne répond pas. Elle maintient son expression neutre. Elle observe les muscles de son visage, la tension dans ses mains jointes, cette arrogance qui imprègne chacun de ses mouvements. Il est là, convaincu de sa victoire, ignorant que le compte à rebours est déjà arrivé à son terme. Elle pose une main sur le rebord de l'autel. Elle attend, immobile, le regard fixé sur cet homme qui croit encore tenir les rênes de son destin, alors qu'il n'est plus qu'une cible en sursis. Le prêtre s'approche du pupitre. Sa voix résonne sous les voûtes, un murmure monotone qui semble étirer chaque seconde. Il parle d'union, de fidélité et de promesses éternelles. Amandine reste immobile, les yeux fixés sur le bois sculpté de l'autel. À côté d'elle, Maxime s'agite. Il change de poids d'une jambe sur l'autre. Il tousse légèrement, un son sec qui déchire la solennité. Le prêtre s'interrompt, un sourire bienveillant aux lèvres, et lui fait signe de s'avancer. Maxime se tourne vers l'assemblée. Il inspire profondément, bombant le torse avec une assurance calculée. Sa main droite plonge dans sa poche. Il en extrait un feuillet plié, le papier froissé entre ses doigts. Il le déplie lentement, un geste délibéré, théâtral. Le silence dans l'église devient oppressant. Maxime ajuste sa position, son regard balaie la foule, cherchant le moment précis pour frapper. Il ouvre la bouche, prêt à prononcer les mots. Il ne voit pas le regard d'Amandine qui ne quitte plus son visage. Maxime inspire, prêt à lâcher ses premières accusations. Amandine ne lui laisse pas cette chance. Sa main glisse dans la poche latérale, ses doigts se referment sur le métal froid du téléphone. Elle ne tremble pas, elle déverrouille l'écran d'un geste sec, le pouce glissant sur la vitre avec une précision chirurgicale. Elle ouvre l'application, sélectionne le dossier « La vérité » et clique sur « Envoyer ». Le transfert s'exécute instantanément. Dans la nef, le silence sacré est soudainement déchiré. Un premier bip électronique résonne, sec et tranchant contre la pierre. Puis un deuxième, un troisième. Les invités sursautent,
leur regard quittant l'hôtel pour se diriger vers leurs propres poches et sacs. Maxime s'interrompt, la bouche encore entr'ouverte, le papier calomnieux toujours suspendu dans sa main. La lumière bleutée des smartphones inonde les bancs de l'église, chassant l'ombre des voûtes. Les invités, d'abord confus, fixent leurs écrans. Un murmure parcourt la nef. Un souffle court qui se transforme en un silence de mort. Au premier rang, la tante de Maxime laisse tomber son sac. Le cuir frappe le sol dans un bruit sourd. Elle porte la main à sa bouche, ses yeux agrandis par la lecture des virements bancaires. Plus loin, un homme d'affaires ajuste ses lunettes, son visage perdant toute couleur, passant du rose au gris cendré. Les photos défilent, capturant des moments intimes dans des lieux que tous reconnaissent. Les messages s'affichent, crus, sans équivoque, détaillant les moqueries sur la naïveté d'Amandine. Chaque notification est une gifle. Les visages se tournent, se croisent, cherchant une confirmation dans le regard du voisin. Certains se détournent, incapables de soutenir la vue de ces preuves qui s'accumulent. C'est une onde de choc qui se propage, rangée par rangée, transformant l'assemblée en une mer de visages figés. Les preuves sont là, irréfutables, projetées sur 300 écrans simultanément, créant une mosaïque de trahison. Personne ne regarde plus l'autel. Maxime reste immobile, les pieds ancrés dans le tapis rouge. Le papier qu'il tenait pour orchestrer son humiliation publique ne pèse plus rien, mais ses doigts le crispent avec une force convulsive. Il baisse les yeux vers ses mains. Le papier tremble, un battement irrégulier qui trahit la panique montant en lui. Il tente de reprendre son souffle, mais sa poitrine se soulève par saccades, comme s'il manquait d'oxygène dans cette nef pourtant vaste. Son regard balaie la foule, cherchant un allié, un visage compatissant, mais il ne rencontre que des regards froids, des sourcils froncés et des bouches pincées. L'arrogance qui sculptait ses traits quelques secondes plus tôt s'effondre. Les muscles de sa mâchoire se relâchent, sa bouche reste entr'ouverte, incapable de formuler la moindre justification. Il essaye de faire un pas en avant, mais ses jambes semblent ancrées au sol, alourdies par le poids de l'évidence numérique. Il regarde le prêtre, qui s'est reculé, le visage détourné. Seul à l'autel, Maxime lâche son discours. Le papier tombe sur la pierre. Il ne le ramasse pas. Il reste là, pétrifié, une statue de honte au milieu de cette église devenue tribunal. Sa respiration devient audible dans le silence oppressant. Il ne peut plus fuir. Amandine reste droite, immobile, respirant calmement cet air saturé de lys et de malaise. Le silence pèse lourdement sur l'assemblée. Lentement, elle tourne la tête vers Maxime. Il est là, à quelques pas, le visage décomposé. Ses pupilles se dilatent, parcourant la nef avec une frénésie désespérée, cherchant une issue qui n'existe plus. Amandine fixe ses yeux. Elle ne cherche pas la colère. Elle observe la terreur pure qui s'installe, effaçant chaque trait de son assurance passée. Elle voit les muscles de son cou se contracter, une veine battre violemment à sa tempe. Maxime tente de croiser son regard, mais il échoue, ses yeux fuyant vers le sol, puis revenant vers elle avec une supplique muette. Amandine soutient cette confrontation sans ciller. Chaque seconde qui passe creuse un peu plus le fossé entre ce qu'il pensait être et ce qu'il est devenu. Elle observe la sueur perler sur son front, le tremblement incontrôlable de ses mains. Elle reprend chaque parcelle de sa propre souveraineté. Amandine rompt enfin le contact. Elle ne lui accorde plus une seconde d'attention. D'un mouvement sec, elle pivote sur ses talons. Le bruit de ses pas résonne contre les dalles de pierre, un rythme régulier qui scande sa libération. Derrière elle, le tissu de sa traîne glisse sur le sol, un froissement sourd qui semble balayer les derniers vestiges de sa vie passée. Elle remonte l'allée. Les invités s'écartent, ouvrant un passage dans le tumulte des murmures. Elle fixe le portail ouvert, menton haut. La lumière du jour découpe sa silhouette. Chaque pas la rapproche de l'air libre, loin de l'odeur étouffante des lys et de la moiteur de la honte. Elle atteint le seuil. Le soleil de juin l'enveloppe.
une chaleur vive après la froideur de l'église. Elle franchit la dernière marche. Elle ne se retourne pas. Ses pas s'accélèrent sur le parvis. Elle respire enfin, sans entrave. Des jours ont passé. Le tumulte du scandale s'est dissipé derrière elle, laissant place à une ville indifférente. Amandine longe la Seine, entre le fracas des voitures et le clapotis de l'eau. Elle choisit un banc, à l'écart des touristes, face au courant qui s'écoule sans fin. Elle s'assoit. Elle pose son sac, ses mains se détendent enfin sur ses genoux. Elle observe les péniches qui glissent lentement. Seule et libre, elle respire enfin l'air humide et le bitume chaud. Elle contemple ses mains nues sur le bois rugueux, savourant enfin la texture du réel. Elle regarde le soleil décliner, projetant des reflets dorés sur les vagues. Elle ne cherche plus à plaire, elle ne cherche plus à prévoir. Elle se contente d'exister dans cet espace qui n'appartient qu'à elle. Chaque mouvement de l'eau lui confirme que le passé est emporté. Amandine porte les mains à sa tête, ses doigts saisissent le bord du voile. Elle tire doucement, le tissu glisse et s'effondre sur le banc. Elle le regarde, puis le plie avec lenteur. Ce geste, autrefois symbole d'une attente imposée, n'est plus qu'un morceau de textile sans pouvoir. Elle sent le vent frais sur ses cheveux, une sensation directe, sans intermédiaire. Épaule droite, elle se libère du poids des autres. Ses mains sont enfin libres. Elle a brisé les chaînes invisibles qui dictaient ses mouvements. Elle se lève. Elle marche le long du parapet, le pas assuré. Elle ne cherche plus à se conformer à une image. Elle est la seule architecte de son propre chemin. Elle s'éloigne, solitaire et souveraine, vers la ville qui s'éveille devant elle. Et toi, qu'aurais-tu fait à sa place? Aurais-tu la patience de tisser cette toile pendant 3 mois? Aurais-tu osé cliquer sur « Envoyer » au risque de passer pour la coupable? Ou aurais-tu choisi le silence? Si ça t'a touché, laisse un like ou partage. Abonne-toi pour d'autres histoires. Prends soin de toi.